Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro, enchantée. Donc moi c'est Christelle et aujourd'hui je reçois Maggie et nous allons parler ensemble du coup d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est les pervers narcissiques. Donc Maggie, tu as eu une expérience avec un pervers narcissique, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît ? Oui, alors j'ai vécu une relation avec un pervers narcissique pendant 1 an et demi. C'est un collègue de travail. Et du coup, ça s'est révélé être un pervers narcissique. C'était une relation cachée, entre guillemets. Et c'est vraiment une expérience que je ne pensais jamais vivre de ma vie et à laquelle non plus je ne pensais jamais survivre. Ouais, je me doute. C'était un mot que tu n'avais jamais entendu, j'imagine, le pervers narcissique. En fait, j'ai appris sur les pervers narcissiques bien après la relation. Parce que des amis m'ont parlé de ce terme-là, je me suis renseignée, j'ai dit c'est exactement ce que j'ai vécu en fait. Je ne pensais pas qu'il y avait un profil particulier pour ce genre d'individu. Mais carrément, c'est vrai que c'est souvent des termes qu'on apprend après coup de la relation. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les étapes de la relation avec cet homme ? Alors tout d'abord, c'était une phase de séduction. Sauf que pas n'importe quelle phase de séduction. Comme c'est quelqu'un en fait qui est extrêmement intelligent, il va vraiment chercher à te connaître à fond. Et en fait, cette personne, c'est la personne qui m'a le plus connue entre guillemets. Il savait exactement ce à quoi j'aspirais, il connaissait tous mes secrets, toutes mes passions, ce qui me faisait vibrer. En fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse tellement à toi qui a tellement de charisme et d'aura que tu vas te sentir flatté. Et puis, tu vas te dévoiler de plus en plus. Et puis, du coup, après, tu arrives dans la phase de lune de miel. La phase de lune de miel, c'est quand tu es enfin tombé dans les mailles de son filet. Ouais. Tu es sous son charme. Tout se passe super bien et tu as l'impression d'être... la reine du monde avec une personne qui te comprend parfaitement. Et puis, phase d'après, ça va être la phase de doute. Ouais. La phase de test, surtout, où tu vas voir qu'il va commencer à te tester et à repousser de plus en plus tes limites avant de sombrer dans l'enfer. C'est ça. Et c'est vrai que la phase de test, elle est, je pense, importante pour eux parce que moi, pour l'avoir vécu aussi, comme tu dis, en fait, c'est vraiment pour voir à quel point t'es mordu, à quel point t'es accroché, en fait. Et du coup, tes limites, elles reculent. Tu acceptes des choses que tu ne pensais jamais accepter, en fait, dans une autre relation, que tu n'aurais jamais accepté avec personne d'autre, en fait. Et tu ne le réalises même pas. Quand tu es dans la relation, tu es tellement mordu que tu ne réalises pas que tu es en train de repousser tes limites non plus toi-même. Non, mais carrément. Et du coup, il y a des choses justement dans cette relation qui auraient pu te mettre la puce à l'oreille ? Oui, alors au tout début de la relation, je pense que j'aurais pu avoir des indices avec le fait que c'était une relation secrète. Oui. C'était une relation qui était cachée. Et du coup, c'est lui qui avait le pouvoir. C'est lui qui décidait quand on devait se voir. Et sur le coup, moi, ça ne m'avait pas interpellée plus que ça. Et aujourd'hui, je me demande encore comment j'ai fait pour pas voir. Mais bon, ça, c'était les premiers indices. Le fait que c'est pas moi qui avais du tout l'emprise dans cette relation. Voilà. Ensuite, quand on arrive dans la phase de test, c'est plus là qu'on va commencer à se rendre compte. C'est déjà le fait de te rabaisser en permanence, de semer le doute, la confusion chez toi. Ça va créer une addiction aussi. Donc, par exemple, en anecdote, lui, ce qu'il faisait, c'était, il me disait, au fait, je dois t'avouer quelque chose. Hier, je t'ai trompée. Donc, du coup, tu fais quoi ? Comment ça ? Moi, je commençais à me mettre dans tous mes états. Et il me disait, non, mais c'est bon, on rigole, arrête de pleurer, arrête de faire ta dépressive.
En mode, bah oui, en fait, c'est peut-être moi qui ai un problème. En fait, sur le coup, il te pousse tellement dans le doute en permanence que tu ne sais plus si c'est toi qui es en tort, comme tu te remets beaucoup en question dans la relation. Ou bien c'était, par exemple, en fait, c'était une relation donc, du coup cachée. Et au travail, il m'avait dit, c'est un collègue de travail, il m'avait dit surtout, tu n'en parles à personne. Donc forcément, moi j'avais gardé le secret, mais lui, en fait, on a parlé à tout le monde. Et on a parlé à tout le monde dans mon dos en disant j'ai réussi à avoir Maggie. Ouais. Et ensuite, donc ça parlait au travail. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça parce que du coup, je suis passée pour une fille facile et j'ai eu après beaucoup d'avances d'autres personnes et de désagréments de ce côté-là. Génial. Donc incroyable. Donc c'est moi qui avais tous les torts là-dessus. Et en fait, après, il venait me voir en me disant comment ça se fait que tout le monde est au courant au travail, c'est toi qui en as parlé, t'es vraiment quelqu'un de sale, tu me dégoûtes. Ouais. Là, t'es en mode merde, j'ai peut-être laissé passer un indice, c'est peut-être moi en effet qui n'ai peut-être pas été assez discrète, etc. Et en fait, c'est comme ça, c'est cette phase où il va te tester en permanence, semer le doute. Et toi, tu vas te remettre en question. Et ça, c'est vraiment une des choses qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Mais bon, comme je le disais, ça crée de l'addiction. Et du coup, après, avec cette addiction, on n'a pas les idées claires. Et c'est bien souvent l'entourage qui se rend compte des choses. Et du coup, on arrive sur le fait que le fait qu'il a de cacher toujours ses défauts en montrant du doigt. Donc ça, j'en parlais déjà un petit peu. Par exemple, c'est pas lui qui est jaloux, c'est toi qui es une séductrice. Oui. Voilà. Et donc tu commences à te poser la question. Lui, il se victimise en permanence. En permanence. Je me rappelle encore de ce jour où j'ai dit c'est bon, on arrête tout. Moi, je peux plus supporter cette relation. Et le gars a débarqué chez moi complètement bourré. En mode, c'était pas de sa faute, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre en fait. Il va toujours chercher à remettre ses responsabilités en permanence. Il y a zéro prise de responsabilité en effet chez ce type de personnes carrément. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, on se remet tout le temps en question en permanence. On repousse ses limites. Et ça, le fait de pardonner des choses que je n'aurais jamais pardonnées à quelqu'un d'autre, je pense que en analysant la situation, j'aurais pu m'en rendre compte. Et ça aussi, ça aurait été une chose qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Après, c'est pas si facile que ça quand on est dans la relation. Mais c'est tous ces petits indices cumulés qui auraient pu faire... oui, j'aurais pu peut-être m'en apercevoir avant. Après, c'est vrai. En fait, moi, ce que je trouve fou, en fait, dans tous ces témoignages, du coup, que je fais, qu'on entend ensemble, c'est que ils ont plus ou moins quand même tous la même méthode, alors qu'ils ne se connaissent pas, hein. Ce sont à chaque fois des personnes différentes. Mais quand le fait de vivre des relations secrètes, enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Et en fait, ça t'isole carrément, en effet, le fait de faire ça, parce que comme on est des personnes généralement qui ont tendance à être très loyales et puis on est amoureuse, donc on se dit mon amoureux dit de pas le dire, je le dis pas pour nous protéger et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait on a même tendance à en parler de moins en moins à notre entourage et à vraiment à s'isoler. Exactement. Quand je le voyais, c'était des rendez-vous secrets. C'était toujours à des heures pas possibles, le soir, la nuit, vraiment des moments. Et j'étais obligée de mentir, même à mon entourage, pour en effet, comme il m'avait demandé de ne pas en parler, et je ne voulais pas commencer à déballer cette relation, etc., je voulais en effet attendre que lui soit prêt pour en parler. Voilà, forcément... Voilà. Et du coup, c'est ça qu'on rentre dans un engrenage parce que du coup, de base, on est vachement attentif à lui, ce qu'il veut. Après, il nous montre de plus en plus du doigt, comme tu l'as très bien dit. Nous, on se remet tout le temps en question. Et en fait, après, quand on prend du recul, on se rend compte qu'en fait, c'était juste un miroir parce qu'en effet, tout ce qui nous reproche dans la relation, en fait, c'est tout ce que lui fait, généralement. Et puis, comme tu dis, le côté, le triangle, le fameux triangle victime, sauveur, bourreau, on est en plein dedans, hein. Nous, on est sauveurs à fond, ils sont victimes, bourreaux à fond les ballons, hein. C'est ça, sauf que normalement, dans une relation comme ça, en triangle, ça se déplace en permanence. Oui. Là,
pas du tout. Non. On est vraiment figé dans le persécuteur bourreau et la victime. En fait. Ouais. Assez séduisant quand on y pense. Bah oui, et ben en plus comme tu dis c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure ça bouge nos limites et qu'on sait même plus au final qui on est, ce qu'on aime, limite aussi quels sont les bons côtés de notre personnalité, enfin parce qu'on a vraiment l'impression d'être vraiment à moins que rien, d'être quelqu'un de méchant, enfin c'est en termes d'estime de soi c'est très violent quoi. Ah mais ça détruit totalement l'estime de soi. Je pense que ça c'est vraiment une des plus grosses choses à faire pour se reconstruire après un pervers narcissique, c'est travailler sur cette confiance, cette estime de soi qui est brisée totalement. C'est d'abord comprendre que oui, peut-être qu'en fait cette personne n'a jamais eu de sentiments pour nous. Ça c'est la chose la plus violente. Ouais, c'est dur. Il a juste mimé ce qu'on voulait entendre et ce qu'on attendait d'un homme. Et tout ce qu'on attendait d'un homme, on l'a eu. Mais en fait, c'était du fake, du début à la fin. Ça, c'est vraiment compliqué de se l'avouer et en même temps de se l'avouer et se dire je suis pas quelqu'un de stupide. Parce que du coup, on se dit mais je suis vraiment une grosse débile pour être tombée dans les mailles de ce pervers. Et en fait, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui tombent dans les mailles. C'est souvent des gens qui sont ultra sensibles, hyper sensibles. Parce que c'est des gens qui sont très à l'écoute de l'autre, qui vont toujours essayer d'aider les autres et qui, du coup, vont se dire c'est quelqu'un que je veux aider aussi. Et ça, ils le savent, ils jouent là-dessus pour créer l'addiction. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment compliqué de se remettre d'une relation avec un pervers narcissique. Et comment t'as fait, toi, justement, pour te reconstruire après cette relation ? Alors... Déjà, j'ai voulu évacuer ma colère. Oui. Apprendre à évacuer la colère, mais même la colère envers lui, mais envers moi. Parce que je me disais que comment j'avais pu être aussi stupide pour accepter pendant aussi longtemps une telle relation. Moi, je me suis mise à la boxe. Ouais. À la boxe taille, ça m'a fait énormément de bien. Donc... là, je commence à un peu ralentir le rythme de la boxe. Ça veut dire, je suppose que ça va beaucoup mieux. Après, au niveau de l'estime de soi, moi, je pense que ça vient par la réappropriation de son corps. Oui. Pour pouvoir se réapproprier ses valeurs, savoir qui on est. C'est mon cheminement. C'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Et ça, c'est le yoga, le fait de mettre mise à fond au yoga qui m'a aidée à me reconnecter aux limites de mon corps et du coup me reconnecter également à mes propres limites. Donc également savoir ce que je voulais, ce que j'étais capable, jusqu'où j'étais capable d'aller, mais également savoir après ce que je voulais par transfert dans une relation, apprendre à poser mes limites. Et apprendre aussi à être heureuse toute seule. Ouais. Parce que le fait quand on est en harmonie avec soi, avec son corps, avec ses émotions, forcément, on est moins dépendant de quelqu'un, on n'a plus besoin de quelqu'un pour se sentir complètement complète. Ouais, c'est ça, entière, complète. Et justement, le problème avec cette relation, c'est qu'on a vraiment l'impression que jamais plus on sera complet sans cette personne. Ouais. En fait, c'est déconstruire cette vision de l'amour qui est cette amour-fusion. Complètement, pour moi, c'est vraiment le bon terme. C'est cette sensation avec le PN, le pervers narcissique, qu'on a connu le vrai et grand amour. C'est tellement intense, c'est tellement fusionnel. On a l'impression que c'est ça l'amour et que plus jamais on va revivre ce type de relation. Oui. Alors c'est vrai, plus jamais on revivra ce type de relation, mais parce qu'il faut comprendre que l'amour c'est pas ça. L'amour c'est pas destructeur comme ça. L'amour c'est pas censé faire souffrir, c'est pas censé rabaisser les autres. L'amour c'est construire des projets à deux de manière saine. Et ça, cette déconstruction de l'amour, moi il m'a fallu des années. Oui. Parce qu'après chaque relation, chaque personne que je rencontrais, je me disais mais elle est fade. Il manque cette étincelle, cette fusion, cet embrasement, mais elle est malsaine en fait.
On ne peut pas être heureux dans cette dépendance en permanence, dans cette fusion, dans cette attente permanente, cette pression psychologique. Et c'est très, très dur, ça, de s'en rendre compte, mais déjà de le verbaliser, de prendre de la distance et de se dire, il y a peut-être autre chose qui a l'air plus sain. Ça m'a vraiment aidé aussi pour m'en sortir. Et ça permet après de se focaliser sur ses valeurs, ses forces, pour annihiler vraiment cette estime de nous qui est complètement détruite après ce genre de relation. C'est vrai que tu as carrément raison que le côté fusionnel, en fait, il y a une différence à apprendre avec le côté fusion et passion. C'est que du coup, moi je sais que j'ai eu ce lapsus-là, c'est que j'étais tellement comme toi, du coup, en mode il manque quelque chose et tout, que quand je me suis rendu compte que c'était pas bon parce que c'est hyper malsain, j'ai carrément au contraire rejeté tout ça. Donc je voulais plus de passion, je voulais plus de fusion, je voulais plus rien vivre. Et au final, à force d'avancer, tu te rends compte qu'en effet, la passion, pour le coup, c'est un côté sain. Mais la fusion, c'est pas sain. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire vachement la nuance, carrément. Exactement ça. Mais c'est possible. Hein. Après une relation avec un PN, on peut se reconstruire et on peut retomber amoureux et vivre une vraie histoire d'amour. Oui, c'est vrai, exactement. On en est la preuve toutes les deux, donc c'est parfait. Ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup, Maggie, pour ton témoignage. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve bientôt autour de ce micro enchanté. Merci beaucoup.